Bienvenue pour cette plénière de clôture du RIESS 2025. Expérimenter pour concrétiser les droits sociaux, quel rôle de l'ESS? C'est un sujet qu'Aubin Tanto et moi-même, Séverine Saleil, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir invité un panel d'intervenants et d'intervenantes aussi diversifiés pour traiter de ce sujet, et on va vous les présenter rapidement avant de leur donner la parole. On commence de ce côté-là avec Clément Cailleul. Tu es docteur en sociologie de l'Université de Lille. Ta thèse soutenue en 2023 s'intitule « Transformer l'État social par l'action municipale, l'expérimentation du minimum social garanti à Grande-Synthe ». C'est un retour à l'Université Lyon 2 pour toi aujourd'hui, puisque tu es diplômé du Master ESS. Et aujourd'hui, tu es postdoctorant à l'Université de Picardie Jules Verne. Ensuite, nous avons Mathieu Béraud, tu es maître de conférence en économie à l'Université de Lorraine et au laboratoire Tétras. Tes travaux portent principalement sur les politiques sociales, le chômage et l'emploi. Et avec Jean-Pascal Igelet, tu as notamment travaillé sur le droit à l'emploi dans les expérimentations territoire zéro chômeur. Marie-Alette Grard, tu es présidente d'ATT Garmonde, un mouvement international non gouvernemental et sans affiliation religieuse ou politique qui mène des projets pilotes et des expérimentations pensées avec et à partir des premiers concernés par la grande pauvreté. Alliée bénévole du mouvement depuis 1982, tu y as occupé différentes missions avant de devenir présidente en 2020. Magali Ramel, tu es docteur en droit public et membre de l'Institut de recherche juridique interdisciplinaire François Rabelais de l'Université de Tours. Ta thèse soutenue en 2022 s'intitule « Le droit à l'alimentation et la lutte contre la précarité alimentaire en France ». Tu as récemment organisé un colloque à l'Assemblée nationale sur « Transformer les systèmes alimentaires par le droit à l'alimentation ». Et je vais donner la parole à Aubin qui va nous animer cette première partie. Donc la première partie, l'idée, ça va être de revenir à la fois sur ce que recouvrent ces différents droits, sur leur matérialité, leur définition, et puis sur les acteurs qui ont participé à leur mise à l'agenda. Et je vais d'abord laisser la parole à Marie-Alette. Est-ce que Marie-Alette, tu peux nous dire quel a été le rôle d'ATD dans la diffusion, l'essaimage, la concrétisation de des différents droits qui vont être évoqués par Mathieu, Magali et Clément. Bonjour à toutes et tous, merci pour cette invitation. D'abord, vous dire qu'ATD Carmonde, les expérimentations que nous menons dans les différents domaines des droits fondamentaux, et pour répondre un tout petit peu à ta question, Aubin, avant de dévier, bien évidemment, sont là pour transformer l'État social, mais transformer l'État social dans le sens de faire que les 11,2 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté puissent vivre à égale dignité des autres dans la société, puissent vraiment prendre leur place dans la société. Vous l'avez bien entendu, 11,2 millions de personnes dans notre pays qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce n'est pas nous, ATD Carmonde, qui luttons contre la grande pauvreté, qui donnons ces chiffres, mais c'est l'INSEE. L'INSEE a décidé de revoir ces chiffres parce que depuis 2 ans, il travaille avec nous, parce que nous avons mené, alors je reviens pourquoi il travaille avec nous, nous avons mené en 2019 une recherche sur les dimensions cachées de la pauvreté pour montrer que la pauvreté, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais il y a des dimensions essentielles qu'il faut absolument prendre en compte. Et si nous voulons travailler, si nous voulons faire que ces personnes prennent une vraie place dans la société, alors il faut prendre en compte aussi ces dimensions cachées, que sont des peurs, des souffrances, l'isolement, la maltraitance institutionnelle. Voilà. Et du coup, l'INSEE s'est dit, mais en fait, nous avons fait cette recherche dans 6 pays dans le monde en 2019, avec l'université d'Oxford, avec des professionnels,
et avec des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, puisque c'est la manière de travailler d'ATD Quart Monde, hein. Professionnels, personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté et chercheurs. C'est vraiment la manière que nous pratiquons au quotidien pour faire avancer les droits des personnes les plus pauvres dans notre société. Et donc, l'INSEE a revu ces manières de considérer qu'il y a, jusqu'à présent, il disait qu'il y avait 9,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Et tout d'un coup, ça a fait un bond. Nous sommes à 11,2 millions. Et ces chiffres datent d'il y a 2 ans. Donc, je vous laisse juste imaginer ce que ça peut donner aujourd'hui. Alors, notre manière de travailler en croisement des savoirs avec des professionnels, avec des chercheurs et des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, c'est vraiment expérimenter les possibles dans tous les domaines des droits fondamentaux pour montrer combien les plus pauvres ont une place à prendre dans notre société. Je ne vais pas prendre la place je cherche ton prénom, de Mathieu, qui va vous parler de territoire zéro chômeur ensuite, mais je veux en parler à ma manière. Parce que pour expérimenter avec les plus pauvres, que ce soit dans le droit de l'emploi, dans le droit à l'emploi, ou dans le droit à l'éducation, dans le droit au logement, dans le droit à la culture, etc., il y a 2 choses qu'il faut absolument retenir: la rigueur et le temps. La rigueur, parce que si nous voulons vraiment prendre en compte les personnes les plus pauvres, il nous faut avoir, je dirais, une pédagogie très rigoureuse qui fera que vraiment nous allons les écouter et avancer ensemble. Et avancer ensemble à partir de leur savoir d'expérience, leur savoir de vie. Et puis, s'il n'y a qu'une chose que vous devriez retenir des quelques minutes où je parle ce matin, c'est la notion de temps. Si nous voulons à ATD Quart Monde une société qui n'oublie personne, qui ne laisse personne de côté, et si nous voulons vraiment expérimenter avec les plus pauvres au quotidien, il faut prendre en compte cette notion de temps. Nous n'avons pas la même notion du temps si nous vivons dans la grande précarité ou si nous n'avons pas cette expérience de vie. Une toute dernière chose, parce que j'ai droit encore à 15 secondes, je crois, c'est que... Non, je le dirai à la fin. Ça va très bien. Allez, je vais être respectueuse. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mathieu, donc, qui a travaillé sur Territoire zéro chômeur. Est-ce que tu peux nous dire, dans Territoire zéro chômeur, quelle est la conception du droit à l'emploi? Qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'emploi dans Territoire zéro chômeur? D'accord. Déjà aussi, merci pour l'invitation. On va encore parler de Territoire zéro chômeur. Il y en a eu quand même beaucoup, des communications. Donc j'ai 5 minutes, je vais me dépêcher. Et donc je vais présenter dans ce premier temps, je vais revenir sur les promesses qui ont été ouvertes en matière de droit à l'emploi, justement, par le projet TZ, tel qu'il a été imaginé au départ par ATD Quart Monde. Et puis ensuite, au deuxième tour, je reviendrai sur les résultats de nos enquêtes. Donc je vais dire pour nous, parce que j'ai travaillé avec Jean-Pascal Higelet, on forme un binôme et on travaille dessus depuis 10 ans. Et pour nous, donc, comprendre le sens de ce que c'est le droit à l'emploi, ça suppose de le confronter à une modalité de sa mise en œuvre dans le projet, c'est-à-dire le renversement de la logique de l'emploi. Et donc on a donc pensé tout de suite que c'était une originalité essentielle du projet. Et un des objectifs donc affichés par TZ, au sens que lui a donné ATD, c'est de créer de l'emploi sur mesure à partir des envies et des compétences des chômeurs. Et donc c'est en fait une forme d'émancipation du travail par rapport à la manière dont le travail est habituellement organisé dans l'emploi. Et donc il y a ici un renversement
de la logique de l'emploi, au sens où on n'a pas un employeur qui fait des offres d'emploi et des chômeurs qui postulent, comme c'est le cas dans tout emploi, mais on a des personnes privées d'emploi qu'on accompagne dans la formulation d'un projet, d'une proposition d'emploi, et cette proposition, au nom du droit à l'emploi, l'employeur doit la mettre en œuvre. Donc on donne aux chômeurs du territoire la possibilité de définir le contenu de leur emploi, de définir les objectifs et pour partie les moyens de leur travail. Donc il y a ici une forme d'ambition démocratique sur le travail et sur la production qui participe de l'ambition voulue par certains acteurs dans les territoires expérimentaux de faire entreprise autrement. Mais cette ambition n'est pas chose aisée, et si on regarde la capacité à redonner aux travailleurs du pouvoir sur leur travail, on voit que TZ se débat avec des objectifs un peu contradictoires. Alors, je vois que le temps passe. Donc, il s'agit de construire des entreprises, mais en faisant passer les objectifs de production au second plan, puisque l'objectif, c'est pas de produire des biens et des services en premier lieu, mais l'objectif premier, c'est de créer de l'emploi, et d'en créer jusqu'à supprimer le chômage le chômage de longue durée sur les territoires. Donc, à partir de nos travaux, on a essayé d'éclairer deux conceptions concurrentes du droit à l'emploi qui se cristallisent autour de la portée donnée au renversement de la logique de l'emploi. Il y a celles et ceux qui envisagent le droit à l'emploi comme un droit à l'employeur, et celles et ceux qui l'envisagent comme un droit au salaire. Alors un droit à l'employeur, c'est l'idée que ce qui compte, c'est obtenir un emploi plutôt que de définir le travail, et en ce sens, la rentabilité minimale des activités devient prioritaire. L'enjeu, c'est avant tout de permettre à un maximum de personnes privées d'emploi durablement d'accéder à un emploi. Et de ce point de vue, il faut que l'employeur ait les capacités d'agir, c'est-à-dire la capacité de sélection des activités et des salariés. Ouais. Donc voilà. La deuxième façon d'envisager le droit à l'emploi, c'est un droit au salaire. Et l'idée ici, c'est que c'est en embauchant une personne privée d'emploi, c'est lui attribuer un salaire pour lui permettre de déployer un projet, une activité. Et donc la production n'est pas nécessairement conditionnée à une validation marchande. En effet, la rentabilité de l'activité n'est pas prioritaire. Donc ici, la définition des activités et des objectifs, des moyens de travail, peut être dévolue aux travailleurs. Ce droit au salaire permet d'instituer un travail émancipé, en tout cas de la définition par le seul employeur, et produire ce renversement de la logique de l'emploi qui permet aux salariés de s'en approprier le contenu grâce à ce droit à l'emploi, compris comme un droit au salaire. Alors, bon, il me reste 5 secondes. Je dirais que ces deux conceptions, on les a observées. J'y reviendrai tout à l'heure, dans le deuxième temps de parole. Bon, c'est trop long. Clément, est-ce que tu peux un peu revenir, c'est peut-être moins à l'agenda aujourd'hui, on entend moins parler, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur le revenu de base, les débats qu'il y a autour du revenu de base et les interprétations qui ont pu être faites sur ton terrain ? Ouais. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de cette invitation. Effectivement, contrairement à Mathieu, moi je suis sur un sujet qui n'est plus du tout d'actualité puisque la mode du revenu de base est passée, donc il n'y a pas eu de communication là-dessus. Et je pense qu'il y a une raison et je vais essayer d'y répondre, c'est que quand j'ai lu la question que vous m'aviez posée, j'étais bien embêté finalement, mais c'est le cas depuis des années, sur qu'est-ce que le revenu de base, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on en parle, qui en parle et avec quels objectifs. Et la première chose qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a pas du tout d'unicité dans le terme, dans les notions et dans ce qui est entendu par revenu de base ou revenu universel, sauf celle qui est donnée par des militants, militantes et par des personnes qui ont souhaité mettre à l'agenda politique finalement cette notion. Donc je vais partir pour parler donc de ce revenu de base ou revenu universel, de la définition qui est donnée par les auteurs de référence sur la question, donc Philippe Van Parijs, qui a participé à publiciser, à réfléchir à cette idée en Belgique dès les années 70-80, et Yannick van der Bort, qui l'a rejoint sur ses travaux, pour ensuite la critiquer
et réfléchir un petit peu à ce que ça a produit dans le champ politique et médiatique, et ce qu'aujourd'hui ça ne produit plus, puisqu'on n'y réfléchit plus vraiment. Donc la définition qu'il donne, c'est un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres, sur base individuelle, sans contrôle des ressources, ni exigence de contrepartie. Les deux dimensions principales qui sont retenues ici, notamment en décalage avec ce qui existe dans donc les politiques sociales, c'est le caractère universel et le caractère sans contrepartie inconditionnel. C'est notamment cette dernière, moi, qui m'intéresse, puisque celle qui est le plus potentiellement mise en débat dans le cadre de la protection sociale actuelle. Un petit point là-dessus, c'est que dans des auteurs et des militants qui travaillent sur la notion, souvent ils font philosophiquement référence à Thomas More ou Thomas Paine comme père qui aurait pensé un revenu universel avant l'heure. Moi, je me place totalement en faux par rapport à ces analyses, parce que selon moi, et avec des auteurs donc, qui travaillent aussi sur ce sujet, la question du revenu de base ou revenu universel n'a pu naître que dans un contexte d'effritement de protection collective et de réflexion donc, sur pallier les lacunes de l'État social, donc dans les années 70-80 finalement, où Robert Castel analyse finalement à ce moment-là donc un étiolement des protections collectives liées à l'emploi et aussi une recherche d'individualisation du rapport au monde. Et finalement, le revenu universel, son caractère individuel et ses caractéristiques qui le rend différent de la protection sociale telle qu'elle existait notamment en France, répond à ces deux questions-là. Donc, je comprends bien le revenu de base comme une forme de revendication de crise, et finalement, à des moments, on se pose la question de comment intégrer dans la société des personnes qui ne sont plus couvertes par des protections liées à l'emploi, réfléchir à comment les protéger. Les réponses qui sont données dans le champ institutionnel, ça va être en France le revenu minimum d'insertion et d'autres formes donc d'allocations qui sont non liées des prestations d'assistance, donc qui ne sont pas liées directement à l'emploi, et le revenu universel va apporter des réflexions là-dessus. Sur l'unicité aussi de la notion, et ça c'est quelque chose qui a déjà été porté et pointé souvent en termes de critique à cette notion de revenu de base ou revenu universel, c'est que c'est une proposition politique qui est présentée comme une proposition politique, mais qui en fait est multiple. C'est-à-dire que ça va aller de Milton Friedman qui propose dès les années 50 un impôt négatif sur le revenu, et qui va être importé en France par Lionel Stolerus ou Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, à aujourd'hui Sam Altman de la Silicon Valley, Marc de Basquiat en France qui a conseillé Nathalie Kosciusko-Morizet, à Baptiste Milondo, pour prendre un exemple local, donc un côté plus critique du capitalisme et décroissant, avec tout un spectre de propositions plutôt social-démocrates, donc qui vont plutôt se proposer de faire des réformes et de pallier les lacunes de l'État social. Ça, c'est vraiment une dimension importante. En 40 secondes, donc ce qui est sur la mise à l'agenda, notamment de l'idée. Je ne vais pas revenir sur le contexte politique des années 2010, mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est plus centralement discuté dans le débat public, et pour cause, l'idée d'un revenu inconditionnel, et on ne parle même pas ici de revenu universel, n'apparaît pas faire l'objet d'une attention particulière. L'époque apparaît beaucoup plus encline à ce que Vincent Dubois, notamment, appelle des spirales rigoristes dans les politiques sociales, et donc avec des dispositifs qui mettent l'accent sur le contrôle des assistés. Et donc on est aujourd'hui beaucoup plus dans des débats on va mettre l'accent sur les devoirs des allocataires et des personnes qui sont touchées par des dispositifs de l'État social que sur un droit potentiel au revenu. Et je reviendrai donc dans la deuxième intervention sur les enjeux concrets et ce que ça donne potentiellement sur des territoires. Et donc, pour conclure cette première salle de questions, Magali, est-ce que tu peux nous dire aussi d'où vient le droit à l'alimentation, quels acteurs le portent et qu'est-ce qu'il recouvre ? Bonjour à toutes et tous et merci de cette invitation. Donc, pour vous parler du droit à l'alimentation, peut-être aussi sous un angle plus juridique en tant que juriste, la particularité peut-être du droit à l'alimentation par rapport aux autres droits qui sont présents autour de cette table, c'est que c'est un droit qui aujourd'hui n'est pas reconnu en France, qui est reconnu aujourd'hui dans aucun pays développé. C'est un droit qui est consacré au niveau du droit international, dans la plupart des grands textes sur les droits humains,
qui est reconnu dans une trentaine de constitutions dans le monde, mais aujourd'hui, aucun pays dit développé. Donc, le thème de la table ronde là, sur expérimenter les droits sociaux, c'est aussi comment on fait vivre, où on essaie de faire bouger des lignes autour de la réalisation et la reconnaissance d'un droit, en particulier le droit à l'alimentation. Pour les acteurs un peu qui l'ont mis sur la scène ou qui l'ont porté, j'aimerais revenir d'abord au niveau international, parce que c'est un droit, je vous l'ai dit, qui est reconnu dans la plupart des grands textes sur les droits humains, mais vraiment son autonomie, et son autonomie notamment, c'est-à-dire qu'il a un régime juridique propre, un intérêt propre, par rapport aux droits à un revenu de base, par rapport aux moyens convenables d'existence, par rapport aux autres droits de cette table, ça a été plutôt à partir des années 96. Vous voyez, assez tardivement, il y a un peu un renversement de compréhension des enjeux de ce qui se joue autour de l'accès à l'alimentation ou des causes de la faim et la malnutrition. Jusqu'aux années 80, il y avait une conception liée à un économiste, Malthus, des causes de la faim liées à l'insuffisance de la production, en gros de la disponibilité des aliments. Pour pouvoir nourrir le monde, il faut nourrir suffisamment. Vous voyez que c'est des enjeux qu'on entend encore aujourd'hui, avec tous les enjeux écologiques. Donc comment on a de la nourriture disponible en quantité suffisante et de qualité suffisante. Sous sa perspective, c'est les nutritionnistes, les agronomes qui vont travailler essentiellement, qui vont être autour de la table. Renversement total de perspective à partir des travaux d'Amartya Sen dans les années 80, qui montrent qu'en fait la disponibilité ne suffit pas, il faut encore que les gens aient les capacités d'accès, les capabilities, les droits d'accès à cette nourriture. Quand on rentre sur ce spectre, on est sur les inégalités sociales d'accès à une nourriture disponible. Et à ce moment-là, on rentre sur les logiques d'inégalité sociale, tout le discours des droits humains et des leviers plus politiques pour lutter contre ces inégalités liées notamment à la pauvreté. Et donc c'est qu'à partir des années 80 qu'il y a eu les premiers travaux doctrinaux. Donc parmi les acteurs essentiels pour l'émergence de ce droit, il y a la recherche qui a permis en fait de montrer qu'il y avait un enjeu de droits humains autour de l'accès à l'alimentation et qui ont fait ensuite des travaux de définition, de voir comment l'État, en fait, au-delà des agronomes et des nutritionnistes, l'État était aussi tenu d'organiser, ou en tout cas il y avait une responsabilité pour penser cette lutte et les causes structurelles de ces inégalités dans la société. Et là, on raisonne en droits humains. Et donc, c'est années 80 où il y a ces travaux de réflexion sur qu'est-ce que le droit à l'alimentation, qu'est-ce qu'il implique comme engagement pour les États, puis sa reconnaissance, la reconnaissance de l'autonomie de ce droit à partir des années en 96, que je vous disais. Et ensuite, peut-être, et donc rôle important aussi de la société civile, hein, notamment de l'association FIAN, qui a permis de porter ce plaidoyer pour mettre à l'agenda ce droit parmi les autres droits humains à reconnaître de façon autonome. Au niveau français, peut-être, pour revenir, en disant, je vous dis, il n'est pas encore connu, mais quand même, de plus en plus, on entend parler de ce droit, et de plus en plus depuis l'après-Covid. Il y a 10 ans, vraiment, on avait du mal à rassembler des acteurs autour du droit à l'alimentation, avec sûrement une conception assez erronée que les enjeux de la faim, c'est la faim dans le monde, et c'est pas dans les pays les plus riches. Vous voyez, cette espèce de prisme autour de l'urgence alimentaire. Mais la crise du Covid, les files d'attente dans les pays les plus riches, notamment Genève, etc., ça a eu un peu un déclic et aussi un renouvellement, il n'y a pas que ça, hein, mais un renouvellement des réponses autour de la lutte contre la précarité alimentaire, en mettant de plus en plus la place des personnes les premières concernées, le vécu, la parole, et repenser nos modèles de société à partir de là. Et là, vous voyez bien qu'on rejoint complètement ce que présentait Marie-Alette, comment à partir du vécu, de voir toutes les situations qui portent atteinte à la dignité, où il y a des situations de discrimination autour de l'accès à l'alimentation, on arrive de nouveau sur le terrain des droits humains. Et c'est là que le droit, en tout cas, ces enjeux de participation des personnes, de dignité, sont de plus en plus présentes dans les discours et aussi dans les expérimentations pour essayer de repenser nos réponses sociétales. Et donc là, quand on est dans le rôle des acteurs, c'est la question, hein, quel rôle des acteurs? Il y a la recherche, pour montrer un peu ces éléments, toujours, je pense. Évidemment, les acteurs de la société civile, et je vous disais, toute la concrétisation, et c'est, je crois, le deuxième tour, hein, où ça va être ça, mais de donner à voir, d'expérimenter pour aussi permettre de porter le sujet. Les politiques, pour porter aussi tout ce discours, d'essayer de concrétiser, mais de mettre à l'agenda un droit. Les collectivités territoriales aussi. Et peut-être juste dans les 15 secondes restantes, de revenir sur, du coup, qu'est-ce qu'on dit avec le droit à l'alimentation? Qu'est-ce qu'on porte? Et quelle est sa définition, là, vraiment telle que posée au niveau international? C'est pas un droit d'être à l'abri de la faim. Le droit d'être à l'abri de la faim, ça fait partie de son contenu, mais c'est vraiment le socle minimal. Donc de pouvoir répondre à un besoin vital, essentiel, de santé, de protection santé, d'urgence. Donc ça, toutes les mesures d'urgence alimentaire répondent en soi
ont vocation à répondre à ce droit d'être à l'abri de la faim, sauf que ce droit n'est pas reconnu en France. Toutes les mesures d'aide alimentaire, il n'y a aucun droit pour les personnes qui sont en état de faim et malnutrition aujourd'hui pour avoir une aide. Mais donc je vous ai dit, c'est que le socle minimal. Le droit à l'alimentation, c'est beaucoup plus large dans les ambitions. C'est de protéger donc l'ensemble des droits, dignité, non-discrimination autour de l'accès à l'alimentation, que cette alimentation soit durable de long terme. On sort de l'urgence et de la logique de survie pour les personnes pour être sûr de son accès à l'alimentation. Donc là, un accès stable et une alimentation qui soit évidemment de qualité sur tous les plans nutritionnels, sanitaires et de durabilité donc sur la qualité écologique. Et vous voyez bien que là, on renvoie à l'ensemble des pans des systèmes alimentaires pour répondre à cette exigence. Donc comment ? Je viens de grappiller 1 minute, après je m'arrête. Oui. Mais comment, en partant du mangeur par le droit à l'alimentation, le mangeur et la lutte contre les inégalités dans l'accès, en fait, on renvoie vers l'ensemble des pans du système alimentaire. Merci pour ces différentes présentations. C'était un challenge assez compliqué en 5 minutes, effectivement, de nous exposer à la fois ces enjeux de droit à l'emploi, garantie de revenus et droit à l'alimentation. Et on va passer dans un deuxième temps sur, finalement, les expérimentations qui essaient de concrétiser ces droits sociaux, de les mettre en œuvre et d'essayer de voir. On va démarrer, Mathieu, par finalement tes travaux sur les expérimentations territoire zéro chômeur longue durée en Lorraine. Qu'est-ce que tu as pu constater sur comment finalement ces expérimentations mettaient en œuvre le droit à l'emploi, avec quels résultats et aussi quelles limites autour de ces enjeux? Donc, avec le temps que j'ai, je vais plutôt insister sur ce qu'on a vu de manière rapide. Alors, on a fait une première enquête entre 2016 et 2020, ça, au niveau de la première loi. Et ce qu'on a pu voir, donc, au niveau d'un territoire, hein, attention, hein, il y a autant d'histoires que de territoires, mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait un conflit d'interprétation entre les acteurs sur le droit à l'emploi. Donc les uns, plutôt proches d'ATD d'ailleurs, soutenant la vision originelle, c'est-à-dire ce qu'on a appelé, nous, d'un droit, enfin, ce qui d'ailleurs retraduit eux aussi comme un droit au salaire, donc proche d'un droit à salaire, et les autres plutôt au niveau du comité local pour l'emploi, donc des élus, des porteurs de projets, qui défendaient plutôt le principe d'un droit à l'employeur, enfin, ce qu'on a requalifié comme un droit à l'employeur. Et ici, on a pu repérer assez vite, hein, je vais dire ça assez vite, 3 écueils auxquels s'est heurté le projet TZ, donc sur le territoire qu'on a observé. Premier écueil, c'est la difficulté à pouvoir réellement poser le principe de l'inversion de la relation d'emploi. Ça a été possible au début, mais moins ensuite. Et assez rapidement, les directions des EBE ont cherché à reprendre la main. Donc on a qualifié ça comme l'employeur se rebiffe. Donc reprendre la main sur les embauches, les activités, pour garantir le bon fonctionnement des entreprises. Donc par exemple, le principe d'embauche suivant l'ordre d'arrivée sur la liste d'attente, c'est un petit peu relâché pour satisfaire aux besoins de l'EBE, de son développement. Ensuite, deuxième écueil, les envies des chômeurs ont été rapidement concurrencées par les besoins du territoire. Et donc, revenant à ce que nous avons appelé une appropriation par le CLE, donc le comité local, de la définition des activités. Le troisième écueil, c'était le manque de préparation à l'autonomie des personnes privées d'emploi. Et finalement, pour aller vite, nous avons considéré qu'avec ces difficultés à opérationnaliser l'inversion de la relation d'emploi, le droit à l'emploi était, dans le cadre de l'expérimentation qu'on a pu observer, en fait un droit à l'employeur. Avec la deuxième loi et donc une enquête sur un autre territoire, il nous est apparu que le droit à l'emploi n'apparaît plus comme un objectif en soi. D'ailleurs, le député qui avait porté la première loi, Grand-Guillaume, déclarait « Il ne s'agit pas de construire un droit opposable, mais bien de mobiliser toutes les solutions possibles pour que chacun puisse avoir accès à un emploi qui a un sens et qu'il puisse en vivre dignement. » Alors l'enquête qu'on a conduite sur un territoire
montre en particulier que l'inversion de la relation d'emploi a été presque totalement gommée, sous l'influence notamment de l'importance donnée à la viabilité financière de l'entreprise à but d'emploi. Et d'ailleurs, les personnes privées d'emploi ne sont même plus, dans ce cadre, ici, qualifiées de proposants, au départ de bénévoles, mais c'est un peu coincé, et donc ils sont qualifiés de volontaires. L'exhaustivité elle-même a été revue, puisqu'elle ne dépend elle dépend des stratégies déployées pour identifier les volontaires, et ce qui a conduit sur le territoire qu'on a observé à un tri entre les vrais et les faux volontaires sur la base de leur engagement, et en particulier de leur engagement dans des activités sur lesquelles je reviendrai après, mais en pépinière, et donc d'un travail de bénévolat. Enfin, le droit à l'emploi n'est plus un droit à pouvoir occuper un emploi en CDI et à temps plein ou à temps choisi plutôt au sein d'une entreprise à but d'emploi, mais plutôt un droit à pouvoir bénéficier d'un débouché parmi différentes solutions qui s'offrent sur le territoire. Et donc là aussi, ça implique un tri où c'est le comité local Pôle emploi qui opère la sélection, l'orientation vers telle ou telle solution. Donc la place de l'entreprise à but d'emploi, ici, apparaît à cet égard différemment perçue selon les territoires. Je dis ça parce qu'on a aussi participé à l'appel d'offres de la DARES, et donc le rapport est remis aujourd'hui, je crois. Et sur celui que nous avons enquêté, le BE apparaît comme la solution de la voiture balai. C'est l'expression qui a été employée par les acteurs. Alors, c'est le comité local pour l'emploi qui opérationnalise et de fait de la nombreuse de la présence de nombreux partenaires intermédiaires de l'emploi et de l'insertion. On a assisté à la mobilisation de raisonnements, de pratiques qu'on pourrait qualifier de classiques, par exemple en termes de mesures de distance à l'emploi, de freins qu'il faut lever, etc. Et cette évolution a amené également, dans le cas qu'on a observé, mais dans d'autres cas aussi, à remettre en question l'idée d'employabilité universelle. Et il y a ainsi l'idée d'un temps d'adaptation. Alors, c'est pas forcément de dire les gens sont inemployables à vie, mais ça diffère, ça diffère ce droit à l'emploi. Et donc, ça reste marginal, mais ça conduit quand même à renoncer à cette ambition originelle de rendre employable tout volontaire grâce à l'entreprise à but d'emploi. Alors, je termine. Au final, donc, ce que l'on conclut, c'est que Territoire zéro chômeur, en tout cas, là on a pu observer, a perdu son caractère novateur avec cette mise en pratique. Et ce qu'on peut conclure, c'est que l'inversion de la relation d'emploi et les perspectives émancipatrices se sont plutôt un peu évanouies. Et c'est plutôt un droit à l'insertion qui s'opérationnalise, avec aussi une remise en question de la promesse de démocratisation de la production qui est remise en cause. C'est un peu, même beaucoup parfois, la logique de rentabilité qui l'emporte. Et voilà, donc les personnes privées d'emploi sont plutôt renvoyées au statut de public cible, plutôt que d'acteurs qui co-construisent le projet. Voilà. Merci. On aura l'occasion ensuite de discuter évidemment sur ces analyses et ces résultats. Clément, je vais te donner la parole pour que tu nous parles cette fois-ci du projet local de Grande-Synthe avec le minimum social garanti. Donc, mêmes éléments finalement, quels résultats, quelles limites et aussi quelles perspectives de cette expérimentation en termes d'évolution des politiques publiques? Oui, donc moi, pour préciser, j'ai donc fait ma thèse au sein des services de la ville de Grande-Synthe, où j'ai été recruté en 2018
à la suite de l'annonce du maire qui voulait tout simplement expérimenter un revenu universel dans sa commune. Donc on est quelques mois après les élections présidentielles. Et donc Damien Carême, maire de la ville de Grande-Synthe, donc dans l'agglomération de Dunkerque, une ville industrielle fortement marquée par la pauvreté, avec un taux de pauvreté de 30%, annonce qu'il souhaite expérimenter un revenu universel. Je suis recruté pour travailler sur ce projet, sur cette expérimentation. Donc. Et c'est un peu là-dessus que je vais revenir, mais je voulais en premier lieu, en une petite minute, revenir sur cette question de l'expérimentation, de qu'est-ce que ça veut dire, puisque si on disait qu'on n'a pas beaucoup parlé de droit au revenu et que c'est pas très à la mode, merci pour ces 3 jours de colloque, j'ai entendu des milliers de fois le terme d'expérimentation, et pour le coup, ça a vraiment permis pour moi de me sentir impliqué dans le colloque et de pouvoir réfléchir à ce qu'on veut dire et ce qu'on entend par là. Et c'est ce que je fais dans ma thèse un petit peu, où j'analyse ces expérimentations de manière très différente en fonction finalement et de leurs objectifs et de la manière dont elles sont menées. Donc on va pouvoir penser des potentielles formes légales d'expérimentation, donc qui sont consacrées dans la Constitution, donc TZ en est un exemple. Il y a également des projets scientifiques, donc comme les expérimentations par assignation aléatoire, rendues célèbres notamment par Esther Duflo, avec une volonté extrêmement forte de légitimation scientifique de projets, et des formes qui sont un peu intermédiaire, beaucoup plus malléable, où on va revendiquer des expérimentations en les clamant haut et fort, mais sans finalement qu'on cherche de véritables données probantes, de prouver quelque chose par la science. Et ici, moi, dans le cas de Grande-Synthe, on est totalement dans cette configuration où on va présenter une expérimentation territoriale qui va être finalement une politique publique, mais où on va dire on va expérimenter un revenu universel. Finalement, c'est pas réellement une expérimentation dans le sens où on pourrait l'entendre, et c'est pas non plus un revenu universel. Par contre, l'objectif politique de l'élu à ce moment-là, ça va être de, prouver qu'on peut le faire, c'est-à-dire par la mise en œuvre locale d'une politique publique et par sa publicisation surtout, on va essayer de faire bouger les lignes du débat public et de l'action politique sur l'état social et les politiques sociales, et donc faire avancer ce sujet dans le débat public. Donc dans ma thèse et dans mes travaux, je parle d'un expérimentactivisme, donc un mot un peu barbare, qui donc servirait à des agents qui sont dominés dans le champ politique, donc que ce soit des associations ou des élus ou des organisations de l'ESS, à militer avec les moyens qu'ils ont à leur disposition pour donc proposer des politiques publiques, des programmes politiques alternatifs, donc par leur mise en œuvre, entre guillemets, expérimentale. L'objectif à Grande-Synthe était donc bien de faire ça, avec une annonce politique qui était « Je souhaite éradiquer la pauvreté dans ma ville ». C'était l'annonce de Damien Carême. Donc je vous l'ai dit, il y avait un taux de pauvreté à 30%, et donc montrer qu'on peut le faire. Au fil de ma thèse et au fil de mon travail aussi, on se rend compte rapidement des limites d'une mise en place locale d'une allocation universelle, puisque donc le caractère universel ne peut pas être mis en place à l'échelle locale, le caractère inconditionnel est légalement extrêmement limité, et donc finalement on se rend compte qu'on ne met pas en place un revenu universel, mais une politique sociale locale qui va permettre au foyer d'atteindre le seuil de pauvreté à 50% du revenu médian. Et c'est également une politique qui n'est pas individuelle. J'y reviendrai. Ce à quoi je m'intéresse, moi, au-delà de la mise en place de la politique publique, c'est justement comment la différence entre l'esprit du projet annoncé par le maire se heurte à l'éthos des agents qui le mettent en place et également à la réception par les publics qui vont être touchés par ce dispositif. Donc je vais rapidement donner quelques résultats de cette expérience locale. Et la première chose que je note et qui est, je pense, très importante, c'est que, tautologiquement, l'aide sociale qui a été mise en place à l'échelle municipale aide les attributaires qui sont donc concernés. Elle leur apporte des ressources supplémentaires par rapport à ce que ces personnes touchent dans le cadre du RSA, de l'AAH ou des allocations logement. Cependant, ce que je note également rapidement, c'est que l'ambition universaliste, finalement, lisse la lecture des situations sociales. C'est-à-dire que peu importe le type de foyer dans lequel vous êtes, vous allez toucher une allocation qui sera finalement fondée sur le seuil de pauvreté. Et moi, dans l'étude que je fais, je me rends compte que les mères seules avec enfants et donc les chefs de famille de foyers monoparentaux se sentent beaucoup plus fragiles et ont des situations beaucoup plus fragiles. Et malgré tout,
elles vont être traitées administrativement de la même manière que, par exemple, des couples avec enfants. Et donc finalement, les différences sociales ne sont pas prises en compte au nom de cet idéal universaliste à ce moment-là. Ensuite, l'administration locale de l'aide, et ça c'est une dimension très importante et qui revient à ce que je disais sur les expérimentations, le fait que l'aide soit pensée, administrée et financée à l'échelle locale a une influence extrêmement importante sur la manière dont les bénéficiaires perçoivent ce dispositif. Et ça, c'est, je pense, une réflexion générale qu'on doit avoir aussi dans ces programmes expérimentaux. C'est-à-dire que moi, je travaille avec la notion d'insécurité sociale quand je m'intéresse à la protection sociale, c'est-à-dire à la capacité que les personnes ont à se projeter positivement vers l'avenir. Et moi, quand j'ai fait des entretiens avec les bénéficiaires, ils m'ont dit que l'aide les aidait, certes, mais que par contre, ils avaient conscience que c'est le maire qui avait décidé de financer ce dispositif, donc que le maire, du jour au lendemain, finalement, pouvait très facilement le remettre en cause, et également qu'il y avait finalement des attributions différentes en fonction des foyers, puisque donc c'était administré localement par les travailleuses du social du Centre communal d'action sociale, et donc avec potentiellement des différences de traitement. Et ça, c'est presque la dimension fondamentale sur laquelle je veux insister, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une protection sociale sécurisante et finalement qui rend tout le monde égal devant la loi à l'échelle municipale. On va avoir des expériences, et d'ailleurs c'est l'ambition du projet de Grande-Synthe, qui d'ailleurs se place dans un imaginaire du socialisme municipal ou d'utopie concrète à l'échelle municipale, mais avec des limites très importantes. Donc l'objectif principal de ces dispositifs est bien, plus que d'avoir des effets concrets finalement sur le territoire et par des politiques publiques, de faire une forme de plaidoyer politique. Et je conclurai sur le fait que, par exemple, à Grande-Synthe, cet imaginaire est extrêmement présent, puisque dans les années, au tout début des années 80, avait été mis en place un minimum social garanti d'ores et déjà, donc 7-8 ans avant que le RMI soit mis en place à l'échelle nationale, et des études d'ailleurs avaient été menées à Grande-Synthe et dans d'autres villes qui avaient mis en place à l'échelle municipale des dispositifs d'aide sociale. Donc c'est vraiment des objectifs politiques de essayer de porter avec les moyens qu'on a des alternatives, mais il faut avoir en tête qu'elles sont extrêmement limitées et qu'il faut les interroger en tout cas. Merci Clément. Et donc Magali, tout à l'heure, tu nous as dit que le droit à l'alimentation n'était pas encore reconnu en France. Est-ce que tu peux nous parler de tes travaux et de tes analyses sur justement le plaidoyer, peut-être pour reprendre le terme de Clément aussi, l'expérimentactivisme qu'il peut y avoir pour essayer effectivement de concrétiser ce droit à l'alimentation, avec notamment différentes expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, mais également peut-être d'autres formes. Donc voilà, je te laisse la parole. Oui, moi j'ai pas étudié une forme d'expérimentation ou un projet en particulier. J'ai plus eu l'approche plus globale sur l'approche critique du droit et politique publique, donc c'est sous cet angle-là que je peux vous en parler. Et je vous disais, donc le droit à l'alimentation n'est pas reconnu en France, mais il y a vraiment un changement d'approche. Donc moi j'ai aussi concentré mes travaux autour de la lutte contre la précarité alimentaire, donc c'est sous cet angle-là aussi que je peux vous parler. Et un changement d'approche porté à peu près depuis les années depuis 2018, posant un peu toutes les limites de juste la réponse principale et la réponse institutionnalisée sociétale face aux situations d'urgence alimentaire, qui est l'institutionnalisation du dispositif d'aide alimentaire et du don alimentaire. Depuis, du coup, donc 2018, c'était les États généraux de l'alimentation qui remettaient en cause, 2017 et puis la traduction dans la loi en 2018, remettre en cause cette seule approche pour aller vers des approches de droit commun, donc des approches remettant les approches par les droits humains, là, comme ce qu'on voit, les droits sociaux, c'est de sortir de solutions pour les plus pauvres, pour partir des droits humains et penser des solutions qui sont donc pour les plus vulnérables aussi, qui pensent la place des plus vulnérables dans la société, dans la logique d'inclusion sociale. Et c'est cette logique qui a été mise, avec cette notion, et l'inscription même dans le Code d'action sociale et des familles, l'objectif de la lutte contre la précarité alimentaire, et pas uniquement l'organisation du dispositif d'urgence d'aide alimentaire. L'aide alimentaire fait partie de ce dispositif, mais il y a beaucoup d'autres moyens d'y répondre. Donc ça se développe au niveau des textes, de la réflexion à partir de 2018, mais aussi sur le terrain, et donc dans les expérimentations qui sont portées pour ce qui a été appelé les alternatives
à l'aide alimentaire d'urgence. Vous voyez bien, et le point de départ de ces questionnements, c'est ce que j'évoquais, hein, tout le vécu et les retours des personnes qui vont et qui ont besoin de cette aide alimentaire et qui faisaient part du côté très insuffisant, déjà sur le plan quantitatif et qualitatif, mais aussi des ondes de stigmatisation, dans le fait d'être dans un circuit qui est spécifique pour les plus pauvres, de fait de cette aide d'urgence qui permet juste de la survie, mais qui ne permet pas un accès durable. Donc ça, c'est sur le dispositif, mais c'est plus largement aussi au niveau de la société, de toutes ces règles un peu alimentaires, de messages alimentaires qui vont parler de la bonne alimentation, des messages manger 5 fruits et légumes par jour, tout ce qu'on connaît, qui sont impossibles à suivre quand on est en situation de précarité, et donc qui créent là encore de l'exclusion. Donc à partir de ces constats, donc du vécu des personnes, comment repenser nos réponses sociétales, et avec une place assez centrale du coup de toutes les expérimentations et des acteurs donc de l'ESS pour faire vraiment ce que le thème de cette table ronde, d'essayer de concrétiser ou d'ouvrir les possibles face à un modèle historique dominant depuis le Moyen-Âge et qu'on retrouve dans le monde entier, hein, de soupe alimentaire, de distribution alimentaire, comme réponse principale aux situations de faim et malnutrition. Je vous disais, c'est par les acteurs de terrain qu'on va retrouver aussi dans les projets alimentaires territoriaux, etc. Mais il y a quand même aussi tout un appui institutionnel. Donc je vous ai dit, c'était lors des États généraux de l'alimentation, une traduction dans le droit, et tous les appels à projets aussi, donc qui vont financer et qui vont soutenir un peu l'émergence de ces nouveaux projets. Et j'ai l'impression, alors je ne suis pas sociologue de la fonction publique, etc., mais avec les réserves disciplinaires, mais je pense vraiment qu'on est dans une phase depuis 5-6 ans qui permettent d'expérimenter et qu'on n'a pas encore, vous voyez, d'ouverture des possibles. J'étais aussi modératrice dans un groupe de concertation au Conseil national de l'alimentation qui a rendu un avis il y a 2-3 ans, 2022 je crois, sur la lutte contre la précarité alimentaire, donc qui rassemble l'ensemble des acteurs un peu du système alimentaire, pour justement plus un groupe de parole de citoyens pour essayer de voir justement comment faire autrement. Et là aussi on retrouvait la nécessité de transformer l'approche, d'ouvrir les possibles et d'évaluer. Ça représente un peu ce qu'il disait, hein, autour de l'expérimentation, de l'activisme, de porter des possibles, mais après on a besoin d'évaluer pour voir concrètement ce que ça permet de porter, de changer, et puis d'aller sur des lignes plus structurelles. Et je vous disais, pour l'instant, pour les illustrations de ce que tu évoquais, hein, Séverine, évidemment les expérimentations fortes et qui aussi sont dans plusieurs territoires et qui rassemblent vraiment plusieurs acteurs de l'ensemble du système alimentaire, sont toutes les expérimentations SSA, de sécurité sociale de l'alimentation, qui rejoignent aussi l'expérimentation d'avoir un revenu pour pouvoir avoir accès à l'alimentation, mais aussi soutenir des systèmes alimentaires plus durables. Donc ce lien dans l'expérimentation, pas uniquement l'accès à l'alimentation, mais plus largement avec les systèmes alimentaires. Mais on a aussi tout ce qui va être les expérimentations autour des groupements d'acheteurs, où lundi j'étais dans un colloque où on parlait de la gastronomie inclusive, donc comment par les chefs cuistots, par la cuisine. Il y a aussi beaucoup d'expérimentations pour penser autrement, pour faire autrement toutes ces expérimentations. Il me reste peu de temps, donc je vais d'ouvrir un peu peut-être sur les limites ou les risques aussi qu'on peut voir. Donc il y a cette effervescence qui permet d'ouvrir les possibles, qui permet de renouveler aussi les acteurs qui sont autour de la table. C'est sur les réponses, vous voyez bien, sur l'approvisionnement, sur le partage de la nourriture, sur la façon de faire société aussi, puisqu'il y a des logiques très fortes de démocratisation, de place des personnes les premières concernées dans la gouvernance des projets, dans la gouvernance des systèmes alimentaires. Mais justement, dans les risques ou les limites, il y a ce côté, je vous disais, hein, par les droits d'alimentation, c'est aussi porter une approche par les droits humains, où les principes de dignité, de participation, de non-discrimination sont au centre. Et dans les projets SSA, dans certaines déclinaisons, le projet, en fait, a été... Ça dépend, en fait, c'est là où il faut voir. Donc, il y a le projet SSA qui peut sembler partout les mêmes, au niveau, vous voyez, d'avoir une aide financière pour l'accès à l'alimentation, mais qui peut se décliner avec plus ou moins de participation des personnes les premières concernées. Et donc, dans l'élaboration du projet, dans l'élaboration de chacun de ces projets qui veut repenser les enjeux, en fait, est-ce qu'on retrouve toujours cette exigence de place, de partir des attentes des personnes, voire de repenser le projet si on répond mal aux attentes. Et ça, c'est comment on le met dans nos évaluations d'impact, vous voyez, et de repenser nos façons de faire, et avec aussi le risque, et je m'arrêterai là, le risque autour d'une bonne alimentation, et on le retrouve dans toute l'histoire de l'alimentation,
de qualifier une mauvaise alimentation qui est celle des plus pauvres. Et toute l'histoire de l'alimentation, quand on parle de la bonne alimentation, il y a un article de sociologue canadienne que j'aime, que je trouve le titre extraordinaire, qui s'appelle « Les gens bien mangent bien ». Et qu'en fait, autour d'une bonne alimentation, il y a un répertoire éthique, il y a un capital culturel qui vient faire de la différenciation sociale négative. Et donc, comment, dans ces expérimentations, on est vigilant pour ne pas reproduire ce qui a été critiqué dans cette logique historique de don alimentaire, de logique descendante, de logique qui est pensée pour les plus pauvres et non pas avec eux, de logique avec ces logiques de contrôle social aussi. Et donc c'est là, dans toutes ces expérimentations et dans ce qui va permettre d'évaluer leur impact, comment on sort d'une approche juste quantitative, qualitative du contenu de l'assiette pour bien faire attention aussi à ces dimensions plus liées aux droits humains. Merci à tous les trois d'avoir réussi de façon synthétique à nous donner à voir un petit peu vos analyses de ces différentes expérimentations. Et maintenant, je voudrais entendre Marie-Alette Grard, puisque effectivement, ATD Garmonde est impliquée dans ces différentes expérimentations, territoire zéro chômeur, les expérimentations de garantie de revenus ou de sécurité sociale d'alimentation. Du coup, point de vue du mouvement ou de ce qui a été évoqué par nos trois chercheurs, quelles limites, quels écarts entre les ambitions initiales et finalement la mise en œuvre de ces expérimentations. Et voilà, je te laisse la parole. Merci. Magali, tu me fais une belle transition. Donc, territoire zéro chômeur de longue durée, au départ, l'objectif, c'est éradiquer le chômage de longue durée. Et donc vraiment aller chercher sur tous les territoires toutes les personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an. Et je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais quand même, aujourd'hui, nous en sommes à 83 territoires dans notre pays, à plus de 4000 personnes embauchées en CDI au SMIC et à en moyenne 5 à 7 ans de chômage par personne embauchée. C'est pas rien, hein. Alors, j'entends ce que tu dis, Mathieu, sur un territoire, et nous savons combien ça peut rapidement dévier. Combien ça peut rapidement dévier, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de temps, elle est essentielle. C'est-à-dire que les personnes qui sont au chômage depuis trop longtemps, ils vont mettre du temps pour se mettre en route dans le projet. Et que ça va prendre 1 an, 18 mois, avant qu'ils rejoignent l'entreprise à but d'emploi. Et que ce temps, ça coûte au projet, et qu'évidemment, de temps en temps, certains acteurs ont envie d'avancer plus vite. Mais ce que nous constatons, je veux quand même, je suis pas une optimiste invétérée, mais quand même, ce que nous constatons, c'est que sur certains territoires, ça change vraiment la vie du territoire, sincèrement. Ça change la vie du territoire. Qu'une centaine de personnes sur un territoire qui étaient au chômage depuis 5, 7, 9 ans aient retrouvé un emploi en CDI au SMIC, je le répète, parce que ce qu'elles disent, c'est que le CDI et le SMIC, ça permet de voir demain et après-demain. C'est-à-dire que ça permet en premier lieu d'avoir un logement pérenne. Et vous n'imaginez pas ce que ça veut dire pour ces personnes. Ça permet de savoir qu'on va pouvoir régler ses factures tous les mois. Et ça aussi, c'est absolument essentiel. Ça permet aussi, il faut 4000 personnes embauchées, c'est pas rien. Un jour, Aurore Berger, dans une enceinte de syndicalistes et de gens qui vivent la grande pauvreté au quotidien, m'a dit, alors qu'il y avait 3000 personnes à ce jour-là d'embauchées, m'a dit que 3000, c'était rien du tout. Eh bien, excusez-moi, mais pour nous, 4000 personnes, c'est essentiel. C'est absolument essentiel. Quand bien même il n'y en aurait que 200, c'est essentiel. Parce que ces 4000 personnes, derrière, il y a des jeunes, il y a des enfants. Et je rêve que des équipes de chercheurs prennent le temps, comme nous le faisons, nous, avec nos petits bras et nos petites mains à ATD Carmonde, dans les écoles qui jouxtent ces entreprises à but d'emploi. Et où nous entendons les enseignants nous dire « C'est étrange, mais ces enfants dont les parents ont retrouvé un emploi dans l'entreprise à but d'emploi, là à côté, ne sont plus pareils. Ils rentrent dans les apprentissages. C'est-à-dire que ces enfants, ils ont dénoué leur conflit de loyauté et ils osent enfin apprendre à l'école. Alors c'est ça que nous voulons, nous. C'est ça.
c'est pas simplement, c'est déjà énorme, hein, d'éradiquer le chômage de longue durée, mais ce que l'on sait en éradiquant le chômage de longue durée, c'est que les jeunes de ces adultes qui retrouvent un emploi en CDI, ils osent voir demain et après-demain. Ils osent s'imaginer demain dans un métier et que les enfants osent enfin apprendre à l'école. Ça, c'est une première chose pour Territoire zéro chômeur de longue durée. Je voulais parler du revenu minimum. Merci pour ce que tu as dit sur cette expérimentation de Grande-Synthe. Je connais bien et j'ai eu la chance d'être rapporteur au CESE, au Conseil économique, social, environnemental, d'un avis sur le revenu minimum social garanti. Donc j'ai pas mal travaillé cette question. Mais la seule chose que je veux dire au nom d'ATD Quart Monde, c'est que si cette expérimentation, comme les autres d'ailleurs, comme l'a dit Magali, comme toute autre expérimentation Territoire zéro chômeur, ça part des gens les plus pauvres. Si cette expérimentation d'avoir un revenu minimum social garanti, ou qu'on l'appelle revenu de base, ou qu'on l'appelle... Il faut que ce soit réfléchi avec les personnes les plus défavorisées. Et il faut que ce soit expérimenté sur un territoire donné en ayant réfléchi d'abord, parce que tout ce que nous avons travaillé sur ce sujet dans notre mouvement ATD Quart Monde, avec des chercheurs, avec des professionnels, mais aussi, bien entendu, avec des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, ce qu'ils ont très peur, les gens très pauvres, c'est qu'ils y perdent en fait. Au départ, quand on en parle, ils disent « Oh, c'est génial, ça va changer notre vie ». Mais ce dont ils ont peur, c'est qu'en fait, ça ne soit qu'un socle comme ça. Vous savez, le RMI, en 1988, ça vient d'un rapport au CESE de Joseph Wresinski, notre fondateur. Ça a été expérimenté, comme tu l'as dit, mais ça a été expérimenté à Rennes, en particulier avec des gens très pauvres. Mais le RMI, c'était 50% du SMIC. Et c'était un budget de plus de 20% pour accompagner les personnes. Aujourd'hui, nous en sommes où? Le RSA, ce RSA conditionné qui discrimine les personnes les plus pauvres, qui met les gens dans une précarité de plus en plus grandissante. Nous en sommes à 30% du SMIC. Donc on ne vit pas avec un RSA, on survit. Donc on est en train de perdre des droits sans cesse pour les personnes les plus pauvres dans notre pays. Le RSA, c'est donc 30% du SMIC et c'est 7% de montant mis pour l'accompagnement. Donc en fait, on n'est pas du tout sur l'esprit du RMI au départ. Voilà, mais gardons le moral, hein. Ça va changer, on va y arriver et on lâche rien. Tu peux poursuivre pour évoquer sur l'alimentation. Il y a pas, on a encore quelques minutes. Il n'y a pas de souci. J'ai le droit de parler d'alimentation. Génial. C'est vrai qu'elle a pris 2 minutes en plus, alors je peux y aller. Non, je me permets. Oui, sur l'alimentation, on le voit, et Magali, tu connais cette expérimentation hein, en terre de Lorraine, là, il y a Emplette et Cagette. C'est génial quand même. C'est des gens qui vivent dans la grande pauvreté, qui se mettent ensemble, qui vont voir des producteurs de fruits et légumes, et vous savez, il y a toujours des fruits et légumes qui ne peuvent pas être vendus, même si dans nos paniers que nous prenons à droite à gauche, on a parfois des fruits et légumes qui ne sont pas bien calibrés, il y a toujours des restes. Mais c'est des tonnes en fait qu'ils récupèrent. Ce sont des tonnes de fruits et légumes qu'ils récupèrent chaque année et qu'ils redistribuent à leurs amis qui vivent dans la grande précarité ou qu'ils transforment pour pouvoir l'utiliser aux périodes où on n'a pas ces légumes à disposition. Donc oui, les personnes les plus défavorisées ont des idées aussi pour le droit à l'alimentation et il faut vraiment partir avec eux. Merci. Eh bien, on va désormais donner la parole au public. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, vos points de vue sur tout ce qui a été évoqué. On va prendre... Il y a beaucoup de mains. On va peut-être se mettre à 2 pour les droits de...
Bonjour, merci pour ces interventions extrêmement intéressantes. Si j'ai bien entendu Clément Caillol, il a parlé de l'éthos des agents. Moi, j'aimerais bien qu'il en parle un peu plus, si possible. Merci. On enchaîne. On prendra plusieurs questions. Oui. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'avais trois remarques, questions. La première, vous avez beaucoup parlé d'expérimentation et de droits sociaux, et pas forcément beaucoup de ESS. Or, le ESS, comme on sait, c'est divers acteurs. Donc, comment ces divers acteurs s'impliquent dans vos expérimentations territoriales? Je pense, on voit bien qu'à Territoire Zéro Chômeur de Rue, il y a à la fois les acteurs qui sont dans l'association des aides, mais il y a aussi les acteurs de l'insertion qui étaient sur les acteurs de l'emploi. Et donc, voilà, on voit bien qu'il y a voilà, est-ce que c'est le rapport justement à la capacité de faire avec les usagers qui peut distinguer leur rôle ou pas? Enfin, c'est une question. La deuxième, c'est travaillant sur d'autres dispositifs expérimentaux. Est-ce que finalement, l'institutionnalisation de l'expérimentation, c'est pas la condition du soutien public à l'ESS? Donc, en fait, l'expérimentation deviendrait finalement une forme renouvelée, institutionnelle et permanente. Et la troisième, c'est un peu plus politique et peut-être provocante. C'est au regard du caractère déceptif d'analyse de chercheurs par rapport à l'écart à l'ambition par rapport à la mise en œuvre. Comment vous interprétez l'utilisation possible de vos résultats dans un agenda austéritaire et réactionnaire? On va peut-être démarrer avec ces 4 questions. Donc, peut-être Clément, si tu veux répondre sur la question sur l'éthos. Comme ça laisse le temps aux autres de réfléchir sur les autres. Oui, rapidement. En fait, je parlais tout à l'heure d'esprit de la réforme, de ce qui s'était passé à Grande-Synthe et comment... Mais c'est un truc extrêmement classique en analyse de sociologie de l'action publique, et c'est-à-dire la politique qui est mise en œuvre et appliquée n'est pas celle qui a été souhaitée à la base. Et moi, ce que j'ai étudié, c'est finalement une forme de tout le processus de mise en œuvre de l'élaboration de la politique publique à sa réception par les publics. Et ce que je montre sur notamment la question de l'inconditionnalité et du projet politique de Damien Carême et de l'allocation universelle, c'est que sur le terrain, et ce qui n'est pas pris en compte par les gens qui militent pour un revenu universel, les agents de l'action sociale et de l'État social de manière générale sont majoritairement, et sur mon terrain, opposés au principe d'une aide inconditionnelle. Et ça, c'est Vincent Dubois, dans son dernier livre sur Contrôler les assistés, qui le montre le mieux, puisqu'il montre les origines du contrôle des chômeurs et des assistés. Et il parle, et moi c'est exactement ce que j'ai constaté, d'une incorporation par les agents de l'État social du principe du contrôle, de comment les pauvres utilisent leur argent et de comment on va flécher finalement leurs différentes dépenses. Et ça, moi, ce que j'ai montré, et ce que j'ai montré à Yannick van der Bort, notamment, avec qui j'ai discuté là-dessus, c'est que j'ai étudié comment finalement le principe théorique de cette allocation universelle se heurte à la réalité sociologique de ce qu'est aujourd'hui la protection sociale, de ce que sont les agents qui la mettent en œuvre. Et du coup, ce que j'appelle l'éthos ici des agents du service social, c'est ce caractère partagé et quasiment pas du tout questionné de l'argent qui est donné aux pauvres dans le cadre des dispositifs d'assistance, c'est de l'argent public de l'État, donc qui doit être contrôlé, et donc dont les personnes finalement ne disposent jamais pleinement. Et ça, c'est une dimension, je pense, fondamentale quand on étudie ces dispositifs et ces expérimentations, c'est-à-dire, en fait, comment ça se passe concrètement sur le terrain et comment ça heurte les choses. Parce qu'on pourrait avoir une vision, je dirais, idéalisée de la chose et dire, s'arrêter au dispositif tel qu'il est présenté. Mais finalement, dans la mise en œuvre, ça heurte des choses qui existent. C'est-à-dire que l'utopie, c'est une question qu'on m'avait posée aussi sur mon travail, en fait, est-ce que c'est une utopie réelle ou concrète que je montre? Et en fait, ce que je montre dans mon travail, c'est que l'utopie réelle ici n'existe pas, en fait. Puisque ce qui se passe à Grande-Synthe, même si c'est présenté comme une forme d'utopie, en fait, on reste dans des structures sociales qui sont celles de la France, de l'Occident, de la protection sociale telle qu'il existe, de travailleuses du social qui sont formées dans les mêmes instituts que les autres. Donc la rupture n'est jamais aussi importante
que ce qu'on veut. Et je pense que si on veut prendre au sérieux la question des évolutions politiques, il faut aussi avoir cette perspective critique et ne surtout pas taire les problématiques, même si on est d'accord avec ce qui est dit, ne surtout pas taire en fait les résistances et problématiques qui se posent sur ce type de projet. Merci. Donc sur la diversité des acteurs de l'ESS dans ces expérimentations. Oui, monsieur. Alors, des acteurs de l'ESS, moi je parlerai plus là ici, alors je vais un peu dériver, de l'implication des acteurs qui n'étaient pas là au premier temps, hein, c'est-à-dire à partir de la première loi, ou qui étaient là de manière un peu à la marge, et qui deviennent de plus en plus centraux dans les comités locaux pour l'emploi, c'est-à-dire les acteurs de l'intermédiation de l'emploi et de l'insertion, et qui ont tendance à venir finalement avec leurs méthodes, leurs pratiques, leurs représentations, et qui amènent à une forme de ce qu'on pourrait appeler une forme de normalisation, hein, et qui pour certains considèrent que TZ, c'est du tremplin, hein, c'est du tremplin qui doit conduire à un emploi dans le monde de l'emploi normal, traditionnel. Et j'ai même entendu, parmi certains, donc représentants, alors que ce soit Pôle emploi, des départements, que finalement le CDI c'était une connerie, quoi. On a comme ça cette entreprise de normalisation avec, par exemple, des pratiques qui deviennent un peu l'usage normal. Hein. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que les chômeurs qui donc sont qualifiés de volontaires doivent montrer patte blanche par leur motivation, et on mobilise des instruments comme la PMSP de manière systématique. Et donc, ça se rapproche de ce qu'on peut observer par ailleurs. Par ailleurs aussi, le département, avec la deuxième loi, devient un financeur. Donc ça aussi fait qu'il y a un droit de regard sur ce qui se passe. Des objectifs qui sont donnés, par exemple l'embauche prioritaire des bénéficiaires du RSA, etc. Alors sur les acteurs de l'ESS, ils sont impliqués aussi à travers les SIAE, mais qui parfois adhèrent au projet, et puis parfois se trouvent être un peu agressé, pas se sentir agressé, en tout cas se sentir être en concurrence avec le projet TZ. Alors là où nous on a enquêté, c'est un peu particulier, mais ça fonctionne de manière assez plutôt cohérente, et donc les gens des ICAE travaillent assez bien avec l'expérimentation TZ. Ainsi bien, tellement bien que dans le BE, dans l'entreprise à but d'emploi, les principales activités qui sont déployées sont des activités de sous-traitance pour les entreprises d'insertion par l'activité économique. Voilà. Merci. Et du coup, est-ce que finalement ces expérimentations, ça devient une condition au soutien public de l'ESS ? Oui. Moi, je voulais répondre aussi à ma manière, parce que vous avez bien compris que ma manière est un peu différente. Mais parce que, voilà, moi j'ai une vision plus globale, je m'excuse, mais j'en parle, j'y travaille toutes les semaines là sur Territoire Zéro Chômeur avec mes amis un peu partout en France, et la base, la condition de départ pour un territoire zéro chômeur de longue durée, c'est vraiment de travailler avec tous les acteurs du territoire. Donc évidemment, avec les acteurs de l'ESS. Parfois, les dialogues sont plus longs à venir. Donc, suivant les territoires, les personnes qui travaillent dans l'insertion ou dans l'ESS vont mettre plus de temps à venir dans ce lieu où on dialogue ensemble sur qu'est-ce qui manque, quels sont les emplois qui manquent à ce territoire et que nous pouvons créer dans cette entreprise à but d'emploi. Parce que
je le redis quand même bien ici, cette entreprise à but d'emploi, elle n'est pas faite pour supprimer des emplois qui existent déjà sur le territoire et pour prendre des emplois aux entreprises qui sont déjà là. Donc il faut aussi bien le redire parce que ça, c'est quand même très respecté. Alors évidemment, on peut avoir des petits frottements avec le domaine de l'insertion parce que pourquoi des gens iraient dans l'insertion pour avoir quelque chose pendant 1 an ou 18 mois et d'autres seraient embauchés en CDI. On peut se poser cette question, mais sincèrement, les gens ont des parcours de vie différents et à force de dialogue long et constructif avec nos amis de l'insertion, j'ai encore eu un dialogue hier là-dessus avec eux, ils sont d'accord pour dire que ce n'est pas forcément le même profil de personnes qui vont aller dans l'insertion pour ensuite rebondir sur un emploi et de personnes qui vont venir dans une entreprise à but d'emploi de territoire zéro chômeur de longue durée. Il n'y a pas de concurrence. On n'est pas dans la concurrence. On est vraiment pour nous, l'idée de territoire zéro chômeur de longue durée, je le redis, c'est vraiment faire que des personnes qui sont abandonnées par toutes les autres expérimentations, qui ne trouvent pas leur place ailleurs, puissent trouver leur place là, dans un emploi en CDI. Je veux juste dire une chose aussi par rapport à la question que vous posiez, monsieur. C'est que je le dis à ma manière, mais moi je pense qu'il serait temps d'évaluer les coûts vraiment gagnés, les coûts humains et les coûts financiers de telles expérimentations. Parce qu'on est toujours en train de nous dire, mais ça a un coût terrible. Mais quand des gens retrouvent un emploi en CDI au SMIC et qu'ils avaient leurs enfants placés, alors on dit un chômeur de longue durée, ça coûte tant. Mais les enfants placés, le coût humain et le coût financier, c'est terrible. Et ça, on ne le prend jamais en compte. C'est un exemple parmi d'autres. Merci. Magali. Oui, peut-être pour poursuivre un peu et sur cette trame un peu des différentes questions. Dans ce que je vous ai exposé autour de l'alimentation, quand on parle de groupement d'acheteurs, je pensais notamment par exemple à VRAC. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise lyonnaise d'ailleurs, qui a commencé à Lyon et qui a SM ensuite. Quand on parle de la gastronomie inclusive, ça va être le Réchaud ou de différentes structures ou les cuistots migrateurs qui partent aussi de personnes qui sont en parcours d'exil et comment construire des expérimentations, comment construire des actions et de la restauration avec eux, avec elles d'ailleurs. Donc en fait, toutes ces initiatives ne se réclament pas d'expérimentation du tout. Par contre, ce que là où je parlais d'expérimentation, c'est que ça vient ouvrir des possibles, ça vient ouvrir en fait de nouvelles façons de faire au sein de nos sociétés, à la façon de penser nos réponses sociétales depuis ces quelques années. C'est là que je pensais d'un caractère plus expérimental. Ou c'est peut-être pas le bon mot, mais vous voyez, ça fait de l'innovation sociale, en tout cas ça s'inscrit dans des champs d'innovation sociale, dans le fait de repenser et d'essayer d'avoir justement, d'aller jusqu'à une institutionnalisation, en tout cas d'essayer de faire bouger des lignes politiques et juridiques autour de la façon de penser notamment la lutte contre la précarité alimentaire et de penser nos réponses sociétales, mais plus largement les liens entre l'ensemble des systèmes alimentaires. Et là, ça me fait penser notamment, parce que l'ensemble de ces expérimentation ou initiative qui se pose en fait, c'est beaucoup aussi dans la logique qu'on retrouve autour des projets alimentaires territoriaux, donc de politiques locales, de projets d'acteurs qui se mettent ensemble, donc rassemblant l'ensemble des acteurs d'un territoire qui sont appelés à se mettre ensemble pour penser un projet de territoire pour répondre aux enjeux sociaux, écologiques, de justice sociale et de démocratique autour des systèmes alimentaires, de mettre en œuvre des projets, de l'expérimenter quand même, parce que c'est toujours un peu une prise de risque, et de l'institutionnaliser, et avec la volonté, on le retrouve dans les appels à projets au niveau national ou dans la façon dont c'est écrit, que ces projets locaux vont permettre d'essaimer, vont permettre un changement d'échelle et vont permettre des changements plus structurels à la suite. Ça, c'est un peu la logique sous-jacente. Peut-être que, notamment ce qui a été présenté aussi au niveau du revenu de base, en tout cas, il y a une question que je suis en train de travailler moi en ce moment, je n'ai pas encore les résultats, mais de se dire, cette logique de l'échelon local qui va permettre de changer les lignes plus structurelles. Si on pense au système alimentaire, ça se joue au niveau européen, au niveau international. Est-ce que on peut avoir seulement cet échelon et comment, voilà, sur cette voie d'institutionnalisation, quelle est la place de ces expérimentations liées à l'économie sociale et solidaire qui permettent
effectivement d'ouvrir de nouveaux possibles, mais est-ce que c'est seulement sur ces acteurs ou comment on pense cette articulation d'échelle et comment dans l'agenda actuel et le contexte actuel on peut porter ça. Il me semble, en tout cas, là encore, c'est assez empirique, mais basé sur l'expérience du colloque qu'on a organisé. C'était un colloque organisé recherche, société civile et politique transpartisan, qui était une condition aussi pour notre implication au Palais Bourbon pour porter cet enjeu de transformation des systèmes alimentaires par le droit à l'alimentation, qui s'appuie aussi sur une résolution qui a été adoptée au niveau du Conseil de l'Europe. Donc c'est pas l'Union européenne, hein, c'est l'autre instance liée aux droits humains, adoptée en octobre dernier. Pour la première fois, le Conseil de l'Europe reconnaît l'importance du droit à l'alimentation dans les pays européens. Donc vous voyez, je vous dis, les lignes changent. Et ce discours par les droits humains, on n'est pas à portée des lignes politiques, on est en train de dire l'enjeu, c'est un accès digne à l'alimentation de toute personne, c'est de penser la préservation des écosystèmes, c'est de penser le respect de chaque personne et l'alimentation de chaque personne, y compris dans nos territoires, de penser ce scandale de la faim qui cohabite avec l'abondance. Là, en fait, on rassemble. La résolution du Conseil de l'Europe, elle est signée de façon transpartisane. Il y a une résolution qui a été portée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Là, si je vous donne les dernières actualités, qui donnent un peu les signes d'espoir, mais qui montrent qu'en fait, on rassemble. Ça va se déchirer ensuite quand on ira sur la mise en œuvre concrète au niveau politique, mais sur l'objectif et de l'idée de se dire, en fait, on est face à un mur et il faut changer les lignes. On peut avoir un peu d'espoir, ou on peut espérer avoir de l'espoir par l'approche par les droits humains. Merci. Donc, il reste une petite dizaine de minutes. Et on va prendre ce que je vous propose, quelques questions, et je vous proposerai chacune de choisir une question à laquelle vous répondrez de façon brève, et ensuite vous pourrez en discuter lors du temps du déjeuner. Une question. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour tout le monde, là, pour les échanges qui étaient très riches pendant ces 2 jours. Merci aux gens qui ont organisé. Merci de nous accueillir dans une salle où on est face au grand concours d'éloquence Jean-Pierre, enfin, de Wertz, bref. Et c'est quand même une chance pour nous étudiants, pour nous, enfin pour vous chercheurs, pour vous opérateurs, associations, de nous expliquer, de nous inciter à rejoindre des dynamiques positives. Moi, je trouve ça super et c'est beaucoup d'énergie et rien que pour ça, je suis content d'être là. Bref. Mais alors, ma question, c'est de se dire comment, depuis des années, enfin, ATD Quart Monde, 1957, c'est quand même, c'est pas d'hier, et cette philosophie qui est de dire là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré, et c'est quelque chose qui devrait, en fait, tous ici, on devrait tous se dire, mais ouais, en fait, moi, dans mon bazar, dans ma vie, dans mon quartier, en tant qu'humain, en tant qu'habitant cette planète, mais qu'est-ce qu'on attend ? La question. Oui, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend pour faire de la promotion familiale des CHRS obligatoires ? Qu'est-ce qu'on attend pour que chacun puisse dire, eh ben, c'est chouette, mon voisin, il mange. Qu'est-ce qu'on attend pour dire, bah, c'est chouette, ses enfants, demain, ce seront les chefs de service de mon fils. Qu'est-ce qu'on attend pour tout ça, en fait ? Voilà, c'est ma question. Merci. Alors, merci pour l'intervention, mais du coup, la question de Laurent Fraisse n'a pas été traitée, et ça me semble quand même important, c'est quelle est la responsabilité du chercheur dans l'évaluation quand il fait ces évaluations surplombantes, parce que en gros quoi, vous voulez changer le monde, vous vous heurtez à la réalité du monde, donc vous n'êtes pas très bon, ok, mais à quoi ça sert si ce n'est justement à flinguer les gens qui agissent, et du coup c'est aussi la question que posait Laurent sur l'ESS. L'ESS, c'est une entreprise de recherche-action, et c'est vrai qu'il serait temps aussi de nous interroger sur cette vision surplombante. Moi, j'ai travaillé avec l'espace collaboratif avec ATD, et effectivement, ça a changé mes pratiques de recherche, et qu'il serait peut-être temps qu'on revienne à l'essentiel de l'ESS. L'ESS, c'est Drapry qui le disait avec juste raison, c'est d'abord et avant tout de la recherche-action, et qu'on arrête de faire cette recherche extractiviste et qu'on fasse avec les acteurs et qu'on se prenne les murs ensemble et qu'on essaye de les démolir ensemble.
Bonjour, merci. Jennifer Sagnossian en sciences de gestion. Moi, j'avais une question pour avoir expérimenté parfois, été dans des recherches autour de ces questions-là. Je trouve qu'il y a un vrai sujet, et je reprenais aussi peut-être les échanges qu'on a eus sur TZ et sur le revenu de base, sur le fait que sur la question des droits sociaux, il y a un besoin, et vous l'évoquiez, de faire en sorte que les acteurs soient aussi, enfin que les personnes bénéficiaires, qui ont le revenu, je me permets de le dire comme ça, soient aussi actrices finalement de ces questions-là, et du coup d'éviter aussi le contrôle qu'évoquait Clément sur la question du revenu de base. Or, je vous donne juste un exemple, mais je pense que c'est vrai pour l'ensemble de vos cas, territoire zéro chômeur, il y a un contrôle tel qui fait que, moi j'ai travaillé sur un projet de territoire zéro chômeur, on avait des personnes privées d'emploi prêtes à écrire, c'est juste impossible, il y a une technocratie telle dans le dossier pour pouvoir récupérer l'argent, désolée de le dire comme ça, que c'est juste impossible de faire en sorte qu'ils puissent être véritablement à la manœuvre aussi sur ces phases de rédaction. Ma question, en fait, derrière, c'est de dire, on a besoin que les droits sociaux ils soient expérimentés, ils soient concrétisés. Comment on fait pour que... Est-ce que c'est simplifié? Est-ce que c'est géré différemment? Et j'avais aussi envie de vous entendre sur des choses positives, chers collègues chercheurs, vous nous avez donné pas mal de cas compliqués. C'est quoi la suite? Comment on fait pour faire mieux? Voilà. Merci. Ouais. Bonjour, je vais prendre la parole non pas comme membre du RIUS, mais comme militante à ATTAC. Actuellement, ATTAC travaille beaucoup sur la question de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, évidemment, de l'accès à l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement on devrait faire confiance aux pauvres pour savoir gérer la nourriture dès l'instant qu'ils y ont accès et pas leur donner en fait des conseils de nourriture comme j'ai pu l'entendre dire, mais on ferait bien aussi de se préoccuper de ce qui se passe pour notre propre alimentation. Parce qu'à l'heure actuelle, là, on sait qu'on est en train de voter pour encore le retour des pesticides chez les agriculteurs, etc. Tout ça, c'est un même combat, me semble-t-il. On ne peut pas seulement se pencher sur ce qui se passe pour les pauvres, mais associer les pauvres au combat qu'on doit mener pour la souveraineté alimentaire, parce qu'on est tous en danger d'être un jour complètement marginalisés dans notre accès à une nourriture saine et de qualité. Oui, merci. Moi aussi, c'est moins une question qu'une remarque, comme on est en clôture de ces journées. J'avoue que après la première table ronde d'ouverture sur la question du sens au travail, à mettre le sens au travail, le travail à l'épreuve du sens, il y a une question tout à la fin qui touchait justement sur le revenu de base et l'allocation universelle. Je me suis dit, c'est vrai, on a abordé la question du sens au travail sans en parler. Donc merci aux organisateurs de dire qu'aujourd'hui, ça permet cette frustration de la lever et de voir qu'à travers les présentations aujourd'hui sur l'expérimentation des droits sociaux dans différents domaines, l'alimentation, les territoires zéro chômeur, l'emploi et la question du revenu minimum, je trouve que c'est question importante. Et je me dis que hier, Vincent Lhuillier nous disait à l'Assemblée Générale du RIUSS qu'il est bien qu'il y ait une sorte de lien entre nos différentes journées. Et je me disais que peut-être dans les journées de Paris 8 dans 2 ans, qui doit traiter de l'ESS et de l'écologie politique et de l'écologie libertaire, il serait bien de travailler au-delà de revenu minimum, de ce qu'était la conception d'André Gorz sur les sphères d'hétéronomie et d'autonomie. L'hétéronomie, c'est la division manufacturière du travail, SMIC, SMART, etc. Et dans l'idée de Gorz, c'était quand même que tous on participe à l'un, tout en ayant une autre part de libération du temps qui permette de travailler à la sphère de l'autonomie qui enrichirait l'ESS. Et je me dis que ça peut être un sujet de ne pas perdre de vue cette vision sociétale, de ne pas se laisser seulement enfermer dans la défense des droits sociaux, mais de garder cette vision sociétale. Et Céline Marty vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Démocratisons le travail, libérons le temps ». Merci. Et... Merci. Alors, moi, je voudrais interroger un peu le droit à l'emploi, parce que tel que c'est
présenté, on parle que des territoires zéro chômeur de longue durée. Je voudrais un petit peu déplacer le curseur sur les nouvelles formes de mise au travail qu'on retrouve dans notre société à l'heure de l'ubérisation de notre société. On sait, on voit que l'ubérisation conduit à des emplois précaires, voire très précaires, et à une, je mets des guillemets, de nouvelles formes de mise au travail. Je mets des guillemets parce que ces formes ne sont pas si nouvelles que ça. C'est le louage d'ouvrage, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le XVIIIe siècle. Ça a été dépassé par le salariat. C'est une des innovations du XXe siècle, c'est d'avoir salarisé la plupart des employés. Aujourd'hui, on revient à des formes de louage d'ouvrage où justement les droits des entrepreneurs, parce qu'ils deviennent tous des entrepreneurs, soi-disant on est rentré dans une société entrepreneuriale dans laquelle le salariat va baisser. Il reste que sur ces emplois dits précaires et très précaires, ce qui se passe, c'est qu'on externalise les coûts sociaux sur les employés, enfin, je les appelle employés, mais sur les auto-entrepreneurs, et on externalise également l'organisation du travail, et du coup, on crée des situations absolument incroyables. Et je voudrais savoir comment vous traitez cette question de l'ubérisation du travail. Oui, ça marche pas. Si. Je vais aller vite. Ouais. Oui, excusez-moi. Je voudrais dire quelque chose sur le travail social parce que j'ai été relativement gêné, voire un peu choqué par ce qui a pu être dit sur le contrôle social mené sur l'argent des pauvres à Grande-Synthe. En rappelant quand même que les travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs, éducatrices, leur premier travail quotidien, c'est de déconstruire leur représentation pour entrer en lien. Et certainement pas de faire du contrôle social. Et que si c'était le cas, il y aurait un plus grand niveau de violence sociale dans ce pays. Donc j'avoue que j'ai un peu sursauté sur cette question-là. Peut-être que j'ai mal compris. Merci pour toutes ces questions. Vous avez chacune 3 minutes pour choisir une question et y répondre. Je ne sais pas qui veut démarrer. Allez-y, messieurs. Oui, je peux enchaîner tout de suite. Ouais. Je vais peut-être réagir à la dernière chose qui me permettra de parler de la posture des chercheurs sur le terrain et dans l'évaluation. J'avais pas très peu de temps pour contextualiser, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est clairement ce que vous avez compris. Et moi, je ne retire pas ce que j'ai dit et ce que j'ai vu dans l'analyse et ce que j'ai analysé à partir de la littérature et ce qui existe de toute façon sur la littérature sur le travail social. Après, évidemment qu'on ne s'intéresse pas ici à des acteurs et des actrices notamment personnalisés, et je n'ai pas remis en contexte dans les structures que sont aujourd'hui le travail social, les limites institutionnelles, la pression qui est mise sur les travailleuses du social, et dans un contexte de délitement complet des droits sociaux, où elles gèrent finalement ce recul de l'État social. Donc oui, elles sont dans des difficultés extrêmes. Par contre, dans l'action et dans ce qu'il se passe, il y a une incorporation de la logique du contrôle et du contrôle de l'argent des pauvres. Et ce travail-là est fait par des personnes qui sont d'ailleurs, et ça s'analyse très bien sociologiquement, issues elles-mêmes souvent des classes populaires et qui ont connu une petite ascension sociale et qui vont juger négativement les personnes qu'elles ont en face d'elles. Mais oui, elles font un travail qui est un travail d'accompagnement, de soins qui est utile. Mais en tout cas, il faut pas du tout occulter le côté critique de la recherche, et ça va faire le lien, je pense, avec les questions sur l'ESS et comment on se place et on a une posture dans l'analyse. Et moi, c'est le travail que j'ai fait pendant 5 ans avec un acteur notamment qui m'employait en plus, puisque j'étais en CIFRE avec la ville de Grande-Synthe. C'est une question que j'ai creusée. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce travail d'évaluation que moi, j'utilise pas, mais qui est utilisé par les pouvoirs publics et par les personnes, est important, mais si on est en tant que chercheur-chercheuse et quand on a les moyens de le faire, notamment avec un statut de la fonction publique qui existe encore, dans une perspective critique. C'est-à-dire qu'apporter de la réflexivité et de la critique sur ce qu'il se passe aux acteurs de terrain de l'ESS, du monde politique, c'est quelque chose de positif. Ce qui n'enlève rien aux interrogations sur
l'utilisation qui peut être faite de nos recherches. Et sur ce plan-là, je pense qu'il faut y faire attention, mais qu'à partir du moment où on a une éthique de la recherche et qu'on met en place des méthodes, finalement, on n'est pas maître de la manière dont seront utilisés nos travaux. Et ça me permet de rebondir sur la question des expérimentations et des évaluations des expérimentations, parce que l'une des problématiques et l'un des enjeux majeurs des expérimentations, c'est que s'il y a des évaluations qui sont faites, en fonction du bord politique qui est au pouvoir à ce moment-là, les interprétations des résultats pourront être totalement opposées. Et ça, c'est depuis l'existence quasiment des expérimentations dans les années 60-70 aux États-Unis sur notamment les questions de garantie de revenus. C'est-à-dire que les personnes qui étaient favorables à la garantie de revenus ont dit « c'est super, les gens sont moins pauvres, ça se passe très bien ». Les personnes qui étaient au pouvoir, qui étaient défavorables, ont dit « il y a une augmentation du taux de divorce et donc c'est négatif ». Et donc finalement, cette question de légitimation par la science de certains projets et de récupération politique, on ne peut pas la maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser, c'est créer des savoirs critiques, clairs, bien définis, avec des méthodologies claires, et ensuite, savoir les défendre dans l'arène publique et politique. Et sur l'expérimentation, par exemple, des projets d'expérimentation du revenu universel qu'il y a eu en France, il y a une proposition de loi qui a été portée par le Parti socialiste, un projet des départements. J'étais allé observer les débats à l'Assemblée nationale, et ce paradoxe de l'expérimentation était extrêmement clair. C'est-à-dire que la majorité présidentielle, donc Emmanuel Macron, La République En Marche, est extrêmement favorable à tout type d'expérimentation, puisque ça permet de tester scientifiquement des programmes politiques. Par contre, pas ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc le côté scientifique est totalement annihilé. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Merci. Je vais donner la parole à Magali. Oui, je vais partir peut-être de la question sur de la mise en œuvre de certaines expérimentations de droits sociaux qui, en fait, dans la déclinaison pratique, est trop compliquée et ne permet pas la participation, si j'ai bien compris l'observation. Et ça va me permettre aussi de rebondir peut-être sur d'autres remarques ou questions. Là-dessus, je pense qu'il faut peut-être différencier les droits sociaux en tant que droits humains, qui ont une définition, qui ont un socle juridique, et qui sont pensés à la fois comme un socle de définition qui donne un horizon de ce qu'il faut attendre sur le plan de l'universalité, qui sont indivisibles les uns les autres, on ne met pas en concurrence ces différents droits, et qui vont donner aussi, qui vont engager la responsabilité de l'État et des pouvoirs publics pour atteindre ces résultats en mettant en œuvre une approche par les droits humains, avec les voies de recours et ces différents principes des droits humains de participation des personnes. Donc ça, c'est un peu l'idéal ou la méthode, le fondement et l'instrument qu'on veut atteindre. Après, il y a la façon dont ça va être décliné dans les stratégies politiques ou dans les actions. Par exemple, bien différencier ce qui va être le droit au logement et sa déclinaison dans le DALO, le droit au logement opposable, qui est une mise en œuvre, mais ce n'est pas le droit en tant que tel, ce n'est pas le dispositif prévu par la loi. Donc j'aurais un peu cette réflexion là-dessus, de se dire en fait, il y a une différence entre ce qu'on veut atteindre et la déclinaison pratique. Et est-ce que le rôle de la recherche ou des actions ou de l'évaluation, c'est pas justement de s'assurer que les dispositifs de mise en œuvre, toutes les actions qui visent à concrétiser ces droits, répondent bien aux objectifs assignés et permettent d'ajuster systématiquement la mise en œuvre par rapport aux objectifs assignés. Donc c'est là où je verrai en tout cas un rôle de la recherche. Je mettrais peut-être juste, en tout cas, de ne pas limiter le rôle de la recherche à seulement la recherche-action. Par exemple, peut-être très personnel, mais ça invalide ou ça exclut toutes les recherches en droit et juridique, puisqu'on ne fait pas de la recherche-action. Donc c'est peut-être une défense disciplinaire, mais je crois aussi qu'on a besoin de ne pas centrer uniquement et de croire seulement. Ça me fait réagir aussi à des réflexions qu'il y a eu en septembre dernier. Il y avait des rencontres où on était avec Séverine autour des solidarités alimentaires et de recherche sciences-société, de rencontres sciences-société, et où la conclusion pouvait être aussi de se dire en fait il nous faut seulement de la recherche-action. Et il me semble qu'on a besoin aussi d'autres champs de recherche, pas uniquement la recherche appliquée à l'action, mais pour permettre aussi ces d'autres résultats qui doivent être articulés. En tout cas, voilà, c'est peut-être disciplinaire, mais c'est... mais peut-être pour revenir aussi et pour finir, ce que vous évoquiez autour des droits sociaux et de se dire, en fait, ça ne concerne pas que les plus pauvres, mais l'ensemble des acteurs de la société. L'approche par les droits humains, c'est pour tout le monde, évidemment. Le spectre que ça va donner, et là c'est vraiment par la théorie un peu générale des droits humains, c'est d'aller voir et d'aller se concentrer sur les personnes les plus vulnérables, les personnes qui sont victimes, qui ont leurs droits, des atteintes à leurs droits. Et de partir des groupes les plus vulnérables pour aller chercher les causes structurelles de ces inégalités,
avec la logique aussi, si on agit sur ces causes structurelles pour les vulnérables, ça bénéficie à l'ensemble des autres personnes. Mais d'aller chercher systématiquement ces vulnérabilités. Et dans ces vulnérabilités, je pense notamment à l'alimentation, les personnes les plus vulnérables, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des travaux particulièrement là-dessus, ça va être les agriculteurs et les paysans, et les personnes en grande pauvreté qui ont du mal à se nourrir. Mais ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas l'ensemble des autres consommateurs, évidemment. Merci. Mathieu? Oui, alors moi je voulais revenir sur une question qu'avait posée Laurent Fraisse, c'est ça? Et puis après prolonger. Sur l'expérimentation, je pense que, enfin, en tout cas, ce qu'on voit sur les expérimentations, c'est qu'il y a des différents niveaux. Enfin, je crois que tout le monde sera d'accord. C'est que certaines expérimentations conduisent à généralisation. Hein, donc c'est le cas en particulier pour le RSA. On s'en rappelle en 2009. Où malgré des résultats quand même assez mitigés, ça a été vite généralisé. Et de la même manière, aujourd'hui, que le RSA rénové a été généralisé sans vraiment... avant même les résultats. C'est ça. Voilà, et donc, par ailleurs, sur l'expérimentation TZ, on en est à la 3e loi, enfin, on va voir ce qui va se passer, bon, sans doute qu'elle va être adoptée, hein, et donc on est sur une expérimentation qui va porter la durée déjà à 15 ans. Donc ça devient une nouvelle forme de mise en œuvre des politiques sociales, finalement, quoi. Et on expérimente... avec un horizon quasiment illimité, quoi. Et bon, c'est ça ce que je voulais dire sur l'expérimentation. On pourrait discuter plus longuement. Et il y a une autre question qui m'a interpellé, celle de Dacheux, c'est ça, donc sur la responsabilité du chercheur et dire à quoi ça sert finalement si on critique les gens qui agissent, quoi. La posture qu'on devrait avoir, moi j'ai vu récemment Jacques Rancière en conférence, ça m'a beaucoup intéressé. Bon, sur son bouquin Le Maître ignorant, hein, à partir des écrits de Jacques Otto, où finalement il faudrait postuler une égalité d'intelligence, et c'est la condition, dit-il, hein, de l'émancipation. Moi je pense que dans les démarches qu'on a, enfin, autant que faire se peut, on est à l'écoute des personnes, des acteurs, comme on les désigne, et puis on discute avec eux. Ensuite, on fait des retours. Enfin, c'est-à-dire qu'on partage avec eux nos résultats. Maintenant, ils peuvent ne pas être d'accord, hein, comme tu le disais, et ça se discute aussi. J'évite autant que possible d'avoir cette vision sur plan. Alors après, on peut nous dire aussi, vous êtes des idéologues, vous allez retraduire à votre manière ce qui se passe, hein, ce qui a été le cas quand nous on a posé en 2016 cette idée importante de l'inversion de la relation d'emploi, et en particulier la possibilité d'une lecture en termes de droit au salaire, hein. C'était pas quelque chose qu'on a imposé, hein, mais c'est quelque chose qu'on a pu observer chez les acteurs, en particulier ceux qui venaient d'ATD, quoi, hein, qui avaient ce discours. Voilà. Merci. Allez, Marie-Alette, je pense que tu peux le faire en 3 minutes. Je vais le faire en moins. Je vais répondre en particulier aux 2 premières questions. Merci pour vos remarques. On aura envie de discuter plus longuement, bien entendu. Et je vais reprendre ce que disait Magali, parce qu'en fait, je suis complètement en accord. C'est-à-dire que tout ce qui permet de partir des plus pauvres va vraiment transformer la société. Si on veut transformer la société en n'oubliant personne, il faut vraiment absolument partir des plus pauvres et pour faire avancer notre société. Mais vous parliez de différentes sortes de recherches et toi tu parlais de recherche-action qui ne sont pas dans ton domaine. Moi j'ai envie de vous ouvrir à la recherche participative, mais à la recherche participative à la manière d'ATD Quart Monde, évidemment. Je ne peux pas faire autrement.
Et si vous êtes curieux pour voir un peu la manière dont nous en parlons, je vous incite à aller sur le site d'une recherche que nous menons encore actuellement, que nous terminons dans une quinzaine d'écoles en France sur l'orientation scolaire des enfants de milieux défavorisés. Ça s'appelle la recherche CIPES, C-I-P-E-S. Et dedans, vous verrez vous verrez une vidéo sur la recherche participative qui vous en parle. Bruno Tardieu, un volontaire permanent d'ATD Carmont, nous en parlera bien mieux que moi. Mais ces recherches participatives, là aussi, il y a besoin de temps. Parce que c'est pas si simple pour les chercheurs, et vous pourriez en témoigner certainement mieux que moi, monsieur, que combien la posture du chercheur doit se transformer pour arriver à ce que nous fassions des préconisations ensemble. Parce que lorsque des parents qui vivent la grande précarité et des chercheurs vont observer dans des classes ce qui se passe, vous imaginez bien que quand on débriefe derrière, les observations d'un chercheur et les observations d'une personne qui vit dans la grande précarité, ça n'a rien à voir. Et que tous nos travaux découlent de là, justement, de prendre en compte ces deux observations qui n'ont pas du tout le même point de départ, mais qui nous permettent d'avancer ensemble vers des préconisations qui, je trouve, sont plus fructueuses. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, juste avant de partir déjeuner, quelques petites infos pratiques et ensuite une projection pour le prochain RUSS. Petites infos pratiques. Le vestiaire ferme à 14h. Pour ceux qui se sont inscrits aux visites, donc la visite de l'exposition Les Lyonnais s'engagent, le rendez-vous est à 14h au musée Gadagne. Si vous ne savez pas y aller, vous pouvez venir me voir, je vous expliquerai. Pour ceux et celles qui vont à la balade Croix-Rousse industrielle et ouvrière, vous avez Marco qui est juste là, qui vous y accompagnera. Le départ est à 13h15 devant le salon de l'Hirondelle, qui est la salle de café. Voilà, là où il y a le café. Pour y aller jusqu'à Croix-Rousse pour faire cette balade. Je profite du fait que j'ai la parole pour remercier à nouveau tous ceux qui ont organisé ce RIUSS. Je voulais notamment remercier tout particulièrement deux personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui mais qui ont largement contribué. Donc Fanny Lelon, qui est la coordinatrice de la chaire, qui a participé à une bonne partie de la préparation de ce RIUSS, et également Nathalie Rivier, qu'un certain nombre d'entre vous ont dû recevoir des mails de sa part, la gestionnaire administrative donc de Coactis, qui a géré toute la partie administrative de ce colloque. Bien sûr, on était nombreux sur l'organisation, mais il y a quand même des personnes qui ont plus contribué que les autres, donc notamment le bureau du RIUSS. Donc je les renomme à nouveau, donc Juliette Sermeno, Jean-Luc Chautagna, Marie Farr et Émilie Lanciano, et on peut les applaudir pour leur contribution. Et je donne la parole à Yannick qui va nous projeter dans la prochaine édition. Oui, merci à Marie et à toute l'équipe de Lyon pour ces 3 journées passionnantes. Donc confirmation de passage de témoins entre Lyon et Brest. Nous vous y attendons nombreux et nombreuses. Et donc sur le thème qui a été déjà décliné lors de l'AG, donc imaginez demain, 2 points, tout ça c'est extrêmement précis, on a passé du temps à trancher cette question du thème. Donc l'économie sociale et solidaire, actrice de futur possible et désirable, en point d'interrogation. Donc c'est rendez-vous du 20 au 22 mai, juste avant le week-end de la Pentecôte. 26, oui, c'est ça, oui, 2026. Voilà, et donc un accent tout particulier sur les
les recherches partagées entre acteurs, actrices, chercheuses et chercheurs. Voilà.